L'anime commence en expliquant un événement étrange survenu il y a plus de 10 ans. Une mystérieuse porte vers d'autres dimensions est apparue, apportant des monstres dangereux et des bêtes magiques insensibles aux armes ordinaires. Seules des personnes spéciales ayant éveillé des capacités, appelées chasseurs, pouvaient les combattre. Les chasseurs sont classés de S à E selon leur pouvoir magique, mais une fois éveillés, leurs capacités ne deviennent pas plus puissantes. Il y a 3 ans, sur une île isolée, un groupe de chasseurs combattait une nuée de monstres ressemblant à des insectes. Malgré tous leurs efforts, les monstres continuaient d'arriver, et les chasseurs étaient submergés. À un moment donné, le chef du groupe a failli être tué, mais il a été sauvé à temps par Byung-gu, un chasseur possédant une incroyable magie de guérison. Byung-gu a soigné le chef pendant que ses camarades de rang S, Yuno et Eun-sok, rejoignaient la bataille pour vaincre la nuée. Cependant, ils ont vite compris que le monstre qu'ils avaient combattu n'était pas le chef, car d'autres monstres encore plus nombreux sont apparus pour les encercler. Dans une autre partie de l'île, un autre chasseur de rang S nommé Choi dirigeait son équipe contre la même nuée. Grâce à son immense pouvoir, Choi a réussi à vaincre les monstres, mais des créatures plus grandes et plus dangereuses sont rapidement apparues. Sans autre option, Choi a ordonné à son équipe de se préparer pour un autre combat. De nos jours, des chasseurs se rassemblent pour une nouvelle mission. Peu après, Jinwoo, un chasseur récemment arrivé, est chaleureusement accueilli, surprenant Park, un chasseur récemment revenu de congé. Park suppose que Jinwoo doit être très puissant, mais qu'il n'est pas d'accord, affirmant que Jinwoo est en réalité le chasseur le plus faible du groupe. À ce moment, Jinwoo remarque les rumeurs à son sujet mais n'y prête pas attention. Pendant ce temps, son ami Jui s'inquiète pour ses blessures qui ne sont pas complètement guéries. Bien que frustrée par l'imprudence de Jinwoo, elle comprend qu'il a besoin d'argent pour payer les frais médicaux de sa mère et l'éducation de sa jeune sœur. Pendant la mission, les chasseurs sont dirigés par Song, le membre le plus haut placé du groupe. Au début du combat, Jinwoo parvient à vaincre une des bêtes magiques et obtient un rayon magique. Cependant, il baisse sa garde et est attaqué par une autre bête, qui détruit son arme. Blessé et sans défense, Jinwoo est sauvé lorsque Park arrive juste à temps pour tuer la bête attaquante. Park ordonne ensuite à Jui de soigner Jinwoo pendant que les autres continuent de combattre les créatures restantes. Finalement, le groupe vainc le chef du donjon, mais ils sont déçus de ne trouver qu'un petit nombre de cristaux de mana dans la grotte. Alors qu'ils s'apprêtent à partir, un autre chasseur découvre une étrange entrée plus profonde dans la grotte. Le groupe suspecte qu'il pourrait s'agir d'un double donjon, un phénomène rare et dangereux. Sachant cela, Song décide de signaler la découverte à l'association des chasseurs. Cependant, Park et un groupe de chasseurs argumentent qu'ils devraient entrer dans la grotte mystérieuse pour chercher plus de gemmes magiques à vendre. Pendant ce temps, Jui et plusieurs autres approuvent Song, craignant les dangers inconnus à l'intérieur. Avec le groupe divisé, Song se tourne vers Jinwoo pour son opinion. Motivé par sa responsabilité envers sa famille, Jinwoo rejoint Park et les autres, décidant d'explorer la grotte. La scène se déplace vers Monsieur Go, un chasseur de rang S et le président de l'association des chasseurs de Corée, l'organisation responsable de la gestion des chasseurs, des portes et des guildes. À ce moment-là, Monsieur Go discute de l'importance des gemmes magiques comme ressources énergétiques précieuses avec son subordonné, Jin Chol. Il souligne à quel point les chasseurs sont essentiels pour collecter des cristaux de mana et des gemmes magiques, qui peuvent également être transformés en armes puissantes. Ailleurs, un jeune homme nommé Jino teste ses capacités pour mesurer son niveau de pouvoir. Pendant ce temps, des recruteurs de diverses associations de chasseurs s'activent pour engager des chasseurs très compétents. Un recruteur informe Choi qu'ils ont réussi à signer des contrats avec plusieurs chasseurs de niveau B et C. Choi semble satisfait des progrès mais reste confiant qu'aucun chasseur ne possède un talent ou une compétence supérieure à Ein, une chasseuse de rang S. L'histoire coupe ensuite à une scène dramatique où 2 hommes sur une moto arrachent le sac d'une femme. Pensant qu'ils s'en sortiront sans problème, ils sont choqués lorsqu'une jeune femme apparaît soudainement devant eux et les arrête sans effort. Lorsque son chapeau tombe, révélant son visage, la foule la reconnaît immédiatement comme Ein, la célèbre chasseuse de rang S. Bien que les gens se rassemblent autour d'elle comme des fans, Ein semble mal à l'aise avec l'attention et s'éclipse rapidement. De retour au donjon, Jinwoo s'excuse auprès de Jui d'avoir choisi de rester explorer plutôt que de rentrer à la maison comme elle le souhaitait. Bien qu'ennuyé, Jui lui pardonne en lui demandant en plaisantant de l'inviter à dîner une fois de retour. Leur voyage continue jusqu'à ce que le groupe arrive au bout de la grotte, où ils découvrent une porte massive, différente de tout ce qu'ils ont vu dans un donjon. Kim s'avance et ouvre la porte, révélant une vaste salle remplie d'énormes statues de pierre. La pièce est inquiétante, avec des inscriptions anciennes gravées sur le sol et les murs, et une formation magique brillante au centre. Alors que Song traduit soigneusement les inscriptions, l'un des chasseurs, terrifié, décide de partir. Cependant,
En se dirigeant vers la sortie, une des statues géantes s'animait soudainement et brandit une énorme hache, le tuant instantanément. Le groupe est horrifié par cette scène macabre, réalisant qu'ils sont piégés dans un endroit mortel. Jinwoo, secoué mais alerte, remarque que la plus grande statue de pierre de la salle, appelée Sin-San, le fixe directement avec des yeux brillants. Ayant affiné ses instincts au cours de nombreux combats, Jinwoo sent rapidement que Sin-San s'apprête à attaquer. Agissant vite, il avertit les autres de se coucher à terre alors qu'un danger imminent plane. Comme prévu, les yeux brillants de Sin-San projettent soudainement de puissants rayons qui brûlent tout sur leur passage. Grâce à l'avertissement rapide de Jinwoo, la plupart des chasseurs parviennent à éviter l'attaque, bien que certains perdent la vie faute de réaction à temps. Song, reconnaissant pour ses instincts aiguisés, soupçonne que Jinwoo pourrait posséder une capacité spéciale. Jinwoo minimise le compliment et se concentre sur l'aide à Song pour arrêter l'hémorragie de son bras sectionné, car Jui, paralysé par la peur, ne peut pas intervenir. Song explique les règles inscrites sur l'ancienne inscription qu'ils avaient découverte plus tôt. Après avoir écouté attentivement, Jinwoo déduit que le dieu mentionné dans le texte fait référence à Sin-San, la gigantesque statue mortelle qui les avait attaqués. Ailleurs, la jeune sœur de Jinwoo, Jina, discute avec sa camarade de classe Songyi. Lorsque Songyi demande nonchalamment des nouvelles de Jinwoo, Jina devient visiblement inquiète en pensant à son frère, un chasseur de niveau E, qui rentre souvent blessé après ses missions. De retour dans la salle, alors que Song et Jinwoo discutent d'un moyen possible de s'échapper, un chasseur confiant de niveau C se précipite vers la porte. Avant que quiconque ne puisse l'arrêter, Sin-San réagit rapidement, le frappant d'un coup net et le réduisant en morceaux. Ce spectacle horrifiant fait comprendre à Jinwoo que Sin-San ne se comporte pas comme un monstre ordinaire. Il remarque que la statue ne tue pas de manière aléatoire, bien qu'elle en ait la capacité. Testant sa théorie, Jinwoo demande aux chasseurs restants de suivre la première règle de l'inscription, adorer le dieu. Tous suivent l'exemple de Jinwoo et s'inclinent devant Sin-San. À leur grande surprise, le visage de pierre de Sin-San change légèrement, puis la statue géante se lève de son trône et commence à s'avancer vers eux. Le groupe panique, incertain de ce qui va se passer, craignant que le dieu ne les tue tous. À ce moment-là, Song leur rappelle la deuxième règle, louer le dieu. Cependant, ils ont du mal à comprendre comment offrir correctement leur louange. Un chasseur courageux s'avance, s'agenouille devant Sin-San et commence à chanter des louanges. À la terreur générale, Sin-San reste impassible, tuant le chasseur sur le champ et continuant à avancer vers le groupe. Le chaos éclate alors que les chasseurs restants tentent de fuir. Sin-San les poursuit sans relâche, tuant quiconque se trouve sur son chemin. Au milieu de cette panique, Park se cache sous une statue de chevalier, espérant être en sécurité. Tragiquement, la statue s'animait soudainement et tue Park, ainsi que plusieurs autres chasseurs cachés sous des statues similaires armées. Désespéré de protéger Jui et lui-même, Jinwoo finit par déchiffrer le véritable sens de la deuxième règle. Il comprend que seules certaines statues, celles qui tiennent des instruments de musique, offrent une protection. Avec cette information, il dirige rapidement les chasseurs survivants vers ces statues. Quelques instants plus tard, Song se réfugie sous une statue tenant une trompette. Dès qu'il arrive, les yeux de la statue brillent et un son de trompette résonne dans la salle. Kim fait de même avec une statue tenant un violon, qui commence à jouer dès que Kim s'en approche. Cependant, lorsque Jinwoo et Jui s'approchent d'une statue tenant un tambour, celle-ci ne réagit pas. Jinwoo comprend alors qu'une seule personne peut se tenir devant chaque statue. Sacrifiant sa propre sécurité, Jinwoo dit à Jui de rester pendant qu'il court vers une autre statue. Malheureusement, il trébuche et se dirige vers une statue de chevalier, qu'il attaque immédiatement. Gravement blessé et ayant perdu une jambe, Jinwoo rampe désespérément vers une statue tenant un microphone, située près de la statue de chevalier. Échappant de justesse à la mort, il s'effondre devant la statue du chanteur juste au moment où Sin-San s'approche. À cet instant, Sin-San s'arrête, mettant fin à sa poursuite mortelle. Après que Sin-San est retourné à son trône, l'épreuve est loin d'être terminée. D'un geste lent et délibéré, Sin-San lève la main, faisant surgir un autel du sol. Song, croyant que Sin-San exige un sacrifice, se propose comme chef d'équipe, espérant sauver les autres. Il monte courageusement sur l'autel, mais rien ne se passe. Curieux, Jinwoo demande aux autres de le porter jusqu'à l'autel pour qu'ils puissent examiner la situation. Dès que Jinwoo atteint le centre de l'autel, des flammes oranges s'allument autour d'eux. Jinwoo remarque rapidement que le nombre de flammes correspond au nombre de survivants. Lorsque les autres le rejoignent sur l'autel, des flammes bleues apparaissent, et la porte massive située à l'extrémité de la salle commence à s'ouvrir. Cependant, alors que la porte s'ouvre entièrement, les statues de chevaliers autour de la pièce s'animent et avancent de manière menaçante. Jinwoo réalisa rapidement quelque chose de crucial. Les statues ne s'arrêteraient de bouger que si elles étaient observées.
Il demanda alors à tout le monde de garder les yeux fixés sur les chevaliers, sans cligner des yeux ni détourner le regard. Cependant, dans cette situation tendue, une chasseuse terrifiée ne put maintenir son regard, et prise de panique, courut vers la porte. Dès qu'elle quitta l'hôtel, une flamme orange s'éteignit, et la porte commença à se refermer légèrement. Un par un, les chasseurs restants prirent la décision de fuir, jusqu'à ce qu'il ne reste que Jinwu, Song et Jui sur l'autel. Song, déterminé à se sacrifier pour les autres, supplia Jinwu et Jui de partir. Cependant, Jui ne pouvait pas bouger, ses jambes avaient cédé après avoir dépensé tant d'énergie pour soigner Jinwu. Voyant son état, Jinwu prit la décision désintéressée de rester et demanda à Song de porter Jui en sécurité. Jui protesta, insistant pour rester, mais Song, conscient de l'urgence, la fit s'évanouir pour assurer sa survie. Il la porta alors à travers la porte, laissant Jinwu seul face aux statues. N'ayant plus rien à perdre, Jinwu se prépara à ce qui semblait être une mort certaine. Comme prévu, les chevaliers attaquèrent sans relâche, mais Jinwu se défendit de toutes ses forces. Malgré son épuisement, un désir profond de survie et de puissance brûlait en lui. Alors que les chevaliers étaient sur le point de l'achever, un écran virtuel lumineux apparut soudain devant lui. Il déclara que Jinwu avait réussi un test et rempli les conditions pour devenir un joueur. L'écran lui offrit un choix, mourir ou rester en vie en devenant un joueur. Sans hésiter, Jinwu choisit de vivre. Le temps passa, et Jinwu se réveilla dans un lit d'hôpital. À sa grande surprise, son corps était entièrement guéri, comme si tout n'avait été qu'un cauchemar. Cependant, lorsque Jin Chol, de l'association des chasseurs de Corée, lui rendit visite, les doutes de Jinwu s'effacèrent. L'incident dans le donjon avait bel et bien eu lieu. Jin Chol lui expliqua que Jinwu était resté dans le coma pendant 3 jours après l'événement. Jinwu demanda immédiatement des nouvelles de Song et Jui. Jin Chol révéla que Song avait pris sa retraite après avoir perdu un bras, tandis que Jui se remettait encore d'un traumatisme psychologique sévère. On ignorait si elle reprendrait ses activités de chasseuse ou si elle prendrait sa retraite comme Song. En outre, Jin Chol révéla que, lorsque l'équipe de secours était arrivée au donjon, ils n'avaient trouvé que Jinwu inconscient, sans aucune trace du temple, des statues ou de l'autel. Malgré cela, tous les chasseurs survivants avaient donné des témoignages identiques sur les événements, bien que leur récit semble impossible. Enfin, Jin Chol demanda à Jinwu s'il avait vécu un second éveil, un phénomène rare où un chasseur gagne une puissance significative. Contrairement à la stagnation habituelle après un premier éveil. Un certain Tae-sik, le partenaire de Jin Chol, demanda à Jinwu de poser sa main sur un détecteur de puissance magique pour évaluer ses capacités. Jinwu, espérant des signes d'un second éveil, regarda nerveusement. Cependant, son excitation s'éteignit lorsque le détecteur afficha un score de puissance magique de seulement 10, bien en dessous de la moyenne de 70 pour les autres chasseurs de niveau E. Déçu, Jinwu se demanda pourquoi Jin Chol et Tae-sik ne pouvaient pas voir l'écran virtuel lumineux qui lui était apparu plus tôt. Plus tard, lorsque sa sœur Jina lui rendit visite à l'hôpital, Jinwu lui demanda si elle pouvait voir l'écran mystérieux. Lorsque Jina répondit que non, Jinwu comprit que l'écran n'était visible que par lui, probablement parce qu'il avait accepté l'offre du système de devenir un joueur. Grâce à cet écran virtuel, Jinwu découvrit qu'il pouvait améliorer ses capacités physiques en accomplissant des missions et en s'entraînant. Le système promettait des récompenses en cas de succès, mais imposait aussi des punitions en cas d'échec. Pendant ce temps, dans une autre partie de la ville, Ein, une chasseuse de rang S, rendit visite à Choi dans son bureau. Choi lui révéla son plan pour renforcer les chasseurs de leur association, visant à en faire la plus puissante de toutes. Pour y parvenir, Choi demanda à Ein de devenir instructrice et de former les autres chasseurs, faisant confiance à ses compétences inégalées. Cette nuit-là, alors que Jinwu dormait, sa chambre commença soudain à trembler violemment, le réveillant. Pensant d'abord à un tremblement de terre, Jinwu fut choqué lorsqu'il se retrouva transporté dans une autre dimension. Là, il se retrouva face à un énorme monstre ressemblant à un mille-pattes. En même temps, une notification du système l'informa qu'il s'agissait d'une punition pour avoir négligé une quête quotidienne et qu'il devait survivre aux attaques du monstre pendant 4 heures. Jinwu se battit désespérément, tandis que dans le monde réel, le personnel de l'hôpital paniquait face à sa disparition soudaine. Après avoir enduré cette épreuve éprouvante, Jinwu compléta la mission et fut renvoyé à l'hôpital, s'effondrant d'épuisement. Déterminé à éviter de telles punitions à l'avenir, Jinwu commença à s'entraîner rigoureusement et à accomplir ses quêtes quotidiennes. Il s'enthousiasma en recevant des récompenses telles qu'une récupération instantanée et des points de compétence qu'il pouvait attribuer à des capacités spécifiques. En se concentrant sur sa force physique, Jinwu devint visiblement plus fort, trouvant ce processus excitant, presque comme s'il jouait à un jeu. Parmi ces récompenses,
il reçut un jour une boîte aléatoire contenant une clé capable de déverrouiller instantanément un donjon. En rendant visite à sa mère à l'hôpital, Jinwu se remémora le jour où elle s'était effondrée des années auparavant. À l'époque, il l'avait transportée d'urgence à l'hôpital, où il avait appris qu'elle souffrait de sommeil éternel, une maladie mystérieuse liée à l'apparition des portails dimensionnels. Sans remède connu, les médecins ne pouvaient la maintenir en vie qu'avec des soins constants. C'est pour cette raison que Jinwu travaillait sans relâche, payant ses traitements et soutenant l'éducation de Gina. Déterminé à tester sa force croissante, Jinwu utilisa la clé pour ouvrir un donjon à la station Abjong. À l'intérieur, il découvrit qu'il ne pouvait pas sortir avant d'avoir vaincu le boss du donjon ou utilisé une pierre de téléportation. Alors qu'il explorait, 3 gobelins l'attaquèrent soudainement. Grâce à ses capacités améliorées, Jinwu les vainquit rapidement. Cependant, son soulagement fut de courte durée lorsqu'un Lycan au croc d'acier surgit, le chargeant avec une force brutale. La créature brisa immédiatement le couteau de Jinwu, le laissant momentanément sans défense. Refusant d'abandonner, Jinwu s'appuya sur sa force physique pour tenir bon. Il ouvrit son inventaire et récupéra une épée laissée par Kim, qu'il utilisa pour affronter le Lycan. Une fois le Lycan vaincu, 2 autres apparurent soudainement, grognant et chargeant à leur tour. Impassible, Jinwu se battit avec acharnement, parvenant à tuer l'un d'eux. Le Lycan restant, frustré, choisit de fuir dans l'ombre plutôt que de continuer le combat. Après cette bataille intense, Jinwu remarqua que son niveau avait augmenté, passant au niveau 2. Il comprit que pour monter de niveau, il ne suffisait pas d'accomplir des quêtes quotidiennes, il fallait affronter des adversaires redoutables. Ce combat lui avait rapporté 5 points de compétence, bien plus que les 3 points récompensés par les quêtes quotidiennes. En attribuant ces nouveaux points, Jinwu sentit son corps devenir plus léger et ses coups plus puissants. Enthousiasmé par ses progrès, il arracha un croc au Lycan vaincu, espérant qu'il pourrait le vendre à bon prix. Bien que ce ne soit pas une gemme magique, la vente du croc lui rapporta 20 pièces d'or. Alors qu'il se préparait à aller plus loin dans le donjon, une meute de Lycans au croc d'acier bloqua son chemin. Au lieu de ressentir de la peur, Jinwu fut animé par une détermination inébranlable. Il était résolu à devenir plus fort pour ceux qui l'aimaient. Après une bataille acharnée, Jinwu sortit victorieux, éliminant la meute et obtenant le titre d'assassin de loup. Ses points de compétence augmentèrent de 40%, et il reçut des objets précieux, dont une pierre de foyer, lui permettant de quitter le donjon à volonté. Malgré ces récompenses, Jinwu décida de continuer et de défier le boss du donjon, sachant que c'était le moyen le plus rapide de se renforcer. En affrontant davantage de bêtes magiques, il remarqua une amélioration significative de ses capacités. L'indicateur sur son écran virtuel montrait que la plupart des bêtes étaient marquées en blanc, signifiant qu'elles étaient plus faibles que lui. Les monstres marqués en orange étaient aussi forts que lui, tandis que ceux en rouge représentaient une menace plus grande. De plus, sa perception accrue lui permit de détecter une présence bien plus menaçante dans les profondeurs. En s'aventurant plus loin, Jinwu se retrouva dans une zone marécageuse où les voies ferrées souterraines avaient été envahies par des flaques de boue. Soudain, le boss du donjon, un immense Kasaka bleu au croc venimeux, le prit par surprise et brisa son épée en un instant. Jinwu évalua rapidement que la force de Kasaka était équivalente à la sienne, en faisant un adversaire redoutable. Armé d'un poignard, il se battit avec détermination, se rappelant son expérience proche de la mort avec Sin-San et réalisant que Kasaka, bien que puissant, était beaucoup moins dangereux. Après un combat épuisant, Jinwu vainquit finalement Kasaka, obtenant un poignard de niveau C fabriqué à partir de son croc et une glande venimeuse de niveau A contenant un poison mortel. Avec la défaite de Kasaka, le donjon redevint normal, et Jinwu utilisa la pierre de foyer pour s'échapper. De son côté, Jui reçut une demande de l'association des chasseurs pour reprendre son rôle de soigneuse, malgré son traumatisme persistant. Cette demande urgente était due à une soudaine augmentation du nombre de portails ouverts simultanément. Ailleurs, Jinwu, venant de sortir de la station Abjong, apprit qu'une brèche de donjon s'était produite, permettant à des bêtes magiques de s'échapper dans le monde humain. Bien que la plupart des créatures aient été maîtrisées par d'autres chasseurs, le boss du donjon, un monstre de niveau D, avait échappé, semant le chaos dans les rues de la ville. En arrivant sur les lieux, Jinwu vit des chasseurs lutter pour combattre le boss, un golem imposant. Le combat était intense, les chasseurs peinant à tenir bon tandis que les soigneurs travaillaient désespérément pour sauver les blessés. Parmi les soigneurs, Jinwu remarqua Jui. Elle faisait de son mieux, mais ses mains tremblaient, et elle se figeait souvent, encore hantée par son traumatisme passé. En évaluant la situation, Jinwu réalisa rapidement que le golem était plus faible que Kasaka, qu'il avait récemment vaincu. Saisissant une opportunité, il lança son poignard endommagé avec précision. Le poignard atteignit sa cible, brisant les défenses du golem et l'exposant aux attaques des chasseurs.
Revigorés par cet avantage soudain, les chasseurs menèrent une attaque massive et finirent par vaincre le golem. Une fois le combat terminé, Jinwu quitta discrètement le champ de bataille, réfléchissant à l'impact de son attaque légère. Il soupçonnait que le golem avait peut-être déjà été affaibli, mais un des chasseurs, reconnaissant l'aide reçue, s'émerveilla de sa force cachée. Quelques jours plus tard, grâce à l'entraînement rigoureux et aux missions du système, le physique de Jinwu s'était transformé. Son corps, autrefois mince, était désormais musclé et athlétique, attirant l'attention des infirmières à l'hôpital. De plus, sa nouvelle coupe de cheveux et son apparence tonifiée ajoutaient à son charme, le faisant ressortir davantage. Même sa sœur, Gina, fut surprise par sa transformation. Elle remarqua non seulement sa musculature, mais aussi qu'il avait grandi en taille, ce qu'elle pensait impossible puisqu'il était déjà adulte. Finalement, avec un corps entièrement rétabli, Jinwu fut autorisé à quitter l'hôpital. Sachant qu'il devait bientôt payer son loyer, Jinwu commença à chercher des emplois en ligne. Cependant, il hésitait à révéler sa nouvelle force, préférant rester discret. Ses capacités continuaient à évoluer, ce qui le troublait, car les pouvoirs des chasseurs étaient généralement stables après le réveil. Malgré ces incertitudes, Jinwu accepta une offre d'un chasseur nommé Dongsok pour participer à une expédition dans un donjon de niveau C. Le travail était simple, porter leur équipement en échange de 2 millions de wons. Cependant, Dongsok précisa que Jinwu ne recevrait aucun butin et qu'il n'y aurait pas de soigneur dans l'équipe. Motivé par l'argent, Jinwu décida de participer. Au point de rendez-vous, Jinwu rencontra Jino, un chasseur de niveau D qui avait également rejoint l'équipe de Dongsok. Jinwu remarqua immédiatement l'armure impressionnante de Jino et devina qu'il venait d'une famille aisée. Cependant, son comportement nerveux et ses nombreuses questions suggéraient qu'il était novice, probablement à sa première mission. L'équipe arriva bientôt dans un sombre donjon souterrain. Dongsok ordonna à l'un des membres d'allumer un feu. Tandis que les flammes vacillantes illuminaient l'espace, les instincts aiguisés de Jinwu l'avertirent d'un danger. Il réalisa rapidement qu'il se trouvait dans le repère d'un essaim de monstres fourmis et cria un avertissement juste au moment où les créatures attaquaient depuis le plafond. Grâce à sa vigilance, l'équipe évita l'embuscade. Alors que le combat commençait, Jinwu observa la dynamique de l'équipe. Dongsok et ses membres se battaient avec coordination et efficacité, contrastant avec Jino, qui manipulait maladroitement son arme comme un débutant. Jinwu, quant à lui, montra une incroyable maîtrise, écrasant facilement les fourmis avec des mouvements rapides, allant même jusqu'à les écraser à main nue. Au fil du combat, l'équipe découvrit des signes montrant que les fourmis étaient elles-mêmes la proie de bêtes magiques encore plus puissantes. Malgré cet indice inquiétant, Dongsok insista pour poursuivre la mission, attiré par la perspective de gemmes magiques précieuses. Jinwu, cependant, commença à devenir méfiant. Pourquoi l'équipe de Dongsok payait-elle quelqu'un 2 millions de wons juste pour porter des fournitures? Quelque chose dans leurs intentions ne semblait pas clair, et Jinwu résolut de rester vigilant face à des motivations cachées. Après des heures de marche, le groupe arriva enfin au bout du donjon. La salle brillait de cristaux de mana valant des milliards de wons. Pour cette raison, Dongsok et son équipe ordonnèrent à Jinwu et Jino de monter la garde tandis que le boss du donjon, un énorme monstre araignée, restait endormi. Ils prétendirent devoir récupérer du matériel de minage dans leur véhicule. Cependant, les instincts de Jinwu lui dirent que quelque chose n'allait pas. Ses soupçons s'approfondirent lorsque Dongsok ordonna à l'un de ses hommes de bloquer l'entrée de la salle du boss, piégeant ainsi Jinwu et Jino à l'intérieur. Jino, réalisant la trahison, se mit à trembler de peur, surtout lorsque le boss du donjon commença à s'agiter. Les mouvements de l'araignée devinrent nerveux, sentant la présence de proies à proximité. Jinwu, cependant, resta calme et rassura Jino, l'exhortant à se mettre en sécurité. En même temps, Jinwu déclara qu'il s'occuperait de la situation, tout en sortant son poignard. Pendant ce temps, Dongsok et son équipe attendaient à l'extérieur du donjon, confiants dans leur plan. Ils croyaient que l'araignée tuerait Jinwu et Jino avant de retourner se rendormir, laissant les cristaux intacts et prêts à être ramassés. Pour Dongsok, c'était un plan infaillible, il n'y avait aucune chance que deux chasseurs de bas niveau survivent face à un boss de niveau C. Dans la salle, Jinwu affronta l'imposant monstre araignée, plus puissant que Kasaka, la bête venimeuse qu'il avait vaincue auparavant. L'araignée attaqua avec une précision mortelle, projetant de l'acide qui obligeait Jinwu à rester constamment en mouvement. Bien qu'au départ dépassé, Jinwu observa les attaques du monstre, cherchant une faiblesse. Lorsqu'il la trouva, il frappa sans relâche avec son poignard empoisonné, affaiblissant progressivement la créature. Après un combat acharné, Jinwu émergea victorieux, debout au-dessus de l'araignée vaincue. Jino, qui avait observé à distance, était stupéfait.
Il n'en croyait pas ses yeux en voyant quelqu'un étiqueté comme chasseur de niveau E vaincre un ennemi aussi puissant. Jino commença alors à soupçonner que Jinwoo cachait sa véritable force et feignait la faiblesse. Peu après, Dong-sok et son équipe revinrent dans la salle du boss. Ils furent visiblement surpris de trouver Jinwoo et Jino vivants, et le boss du donjon déjà vaincu. Réalisant que leur plan avait échoué, Dong-sok révéla leurs véritables intentions. Ils avaient utilisé Jinwoo et Jino comme appât pour distraire le boss pendant qu'il pillait le donjon. Maintenant, Dong-sok ordonna à Jino de tuer Jinwoo, suspectant qu'il était responsable de la défaite du boss. Jino refusa, se plaçant devant Jinwoo pour le protéger, même s'il n'avait aucune chance lui-même. Voyant cela, Dong-sok ordonna à son équipe d'éliminer les deux. D'abord hésitant, Jinwoo reçut alors une notification du système. Le système lui donna un ordre glaçant, éliminer Dong-sok et son équipe, ou mourir lui-même. Réalisant qu'il n'avait pas le choix, Jinwoo attaqua rapidement, éliminant les camarades de Dong-sok un par un avec une précision implacable. Au moment où la poussière retomba, seul Dong-sok restait debout. Après avoir vu Jinwoo éliminer facilement toute son équipe, Dong-sok utilisa sa technique ultime, convaincu qu'en tant que chasseur de niveau C, il pouvait encore gagner. Mais Jinwoo le domina sans effort. Désespéré, Dong-sok supplia pour sa vie, offrant de l'argent en échange de sa survie. Jinwoo, impassible, lui rappela qu'il avait planifié leur meurtre depuis le début. Sans hésitation, Jinwoo porta le coup fatal, mettant fin à la vie de Dong-sok. Bien que Jinwoo ait vaincu à la fois le boss du donjon et l'équipe de Dong-sok, il décida de garder la vérité secrète. Il laissa à l'association des chasseurs croire que Jino était responsable de la mort du boss, protégeant ainsi ses propres actions. Ailleurs, Jin-chol, en apprenant la mort de 6 chasseurs de niveau C, ne montra que peu d'inquiétude, jusqu'à ce qu'il découvre que l'un des survivants était Jinwoo. Ce détail éveilla la curiosité de Jin-chol, qui résolut d'enquêter davantage sur lui. Après avoir terminé ses missions, Jinwoo rentra enfin chez lui, impatient de se détendre avec une boisson. Alors qu'il prenait sa première gorgée de bière depuis l'incident du double donjon, une notification du système apparut. Elle l'informa que son corps possédait désormais un système immunitaire avancé capable de décomposer l'alcool, rendant impossible pour lui de se saouler, peu importe la quantité consommée. Cette immunité, ainsi qu'une longévité accrue, était une récompense du système pour avoir survécu au double donjon. Cependant, Jinwoo n'était pas sûr si ses effets étaient permanents ou temporaires. Le lendemain, Jinwoo rencontra Jino dans un café. À ce moment-là, Jino tenta avec enthousiasme de recruter Jinwoo dans son équipe d'attaque. Malgré son plaidoyer passionné, Jinwoo refusa fermement, préférant rester indépendant. Ne voulant pas abandonner, Jino le supplia de l'écouter et lui expliqua sa situation. Jino avoua que la plupart des gens le sous-estimaient, le voyant simplement comme le fils gâté d'une famille riche. Cependant, Jino était déterminé à prouver qu'il était un chasseur sérieux. Jino partagea son ambition de devenir maître de guilde, ce qui nécessitait qu'il termine 20 missions en tant que chasseur. Ayant déjà complété sa première mission, Jino supplia Jinwoo de l'aider à terminer les 19 restantes. Il ajouta que son père avait prévu de fonder une association de chasseurs et d'embaucher un chasseur de niveau S comme maître de guilde. Cependant, avec seulement 7 chasseurs de niveau S dans le pays, tous déjà affiliés à des guildes majeures, sauf Byung-gu, qui avait pris sa retraite, le projet semblait hors de portée. Étant donné que le frère aîné de Jino n'était pas un chasseur, Jino voyait cela comme une chance de prouver qu'il pouvait diriger l'entreprise familiale. Pour convaincre davantage Jinwoo, Jino offrit même des actifs d'une valeur de 30 milliards de wons en échange de son aide. Bien que l'offre fût tentante, Jinwoo la refusa. Il ne voulait pas risquer de révéler le système qui l'aidait à devenir plus fort, un avantage unique parmi les chasseurs. De plus, Jinwoo savait que dévoiler son secret attirerait une attention et des dangers indésirables. Désespéré de convaincre Jinwoo, Jino usa de menaces, affirmant qu'il dévoilerait son secret. Cependant, Jinwoo resta calme et impassible, sa confiance montrant clairement qu'il n'était pas affecté par les tentatives de manipulation de Jino. Pendant ce temps, la nouvelle de la mort de Dong-sok dans le donjon de niveau C parvint à son frère cadet, Dong-su. Furieux et accablé de chagrin, Dong-su était convaincu que Jinwoo et Jino étaient responsables de la mort de son frère, puisqu'ils étaient les seuls survivants du donjon. Dans les jours suivants, Jinwoo s'entraîna rigoureusement avec Jina pour terminer ses quêtes quotidiennes. Ses efforts furent récompensés lorsqu'il reçut une récompense du système, une clé permettant d'ouvrir la porte du château du démon, un donjon de niveau S. Initialement, Jinwoo prévoyait d'utiliser la clé plus tard. Mais ses plans changèrent lorsqu'il apprit que le donjon contenait la recette de l'élixir de vie, une potion magique capable de guérir n'importe quelle maladie. Déterminé à soigner sa mère, Jinwoo décida d'entrer dans le château du démon et de récupérer la recette. Cette nuit-là,
Jinwu entra dans le donjon pour être immédiatement accueilli par Cerbère, le terrifiant gardien des portes de l'enfer à 3 têtes. Le monstre dégageait une puissance écrasante qui dépassait largement ses capacités. Pourtant, la détermination de Jinwu ne faiblit pas. Il savait qu'il devait vaincre Cerbère pour se rapprocher de l'élixir de vie, alors il engagea la bête dans un combat. La force immense et les attaques incessantes de Cerbère laissèrent Jinwu en difficulté pour tenir bon. Les défenses du monstre semblaient impénétrables, et chaque coup de Cerbère drainait l'énergie et la force physique de Jinwu. Les avertissements du système s'affichèrent à plusieurs reprises, alertant Jinwu que son état se détériorait rapidement. Réalisant qu'il manquait d'options, Jinwu décida d'utiliser une potion énergisante. Malheureusement, la potion ne restaura qu'une petite partie de ses points de vie, bien loin de ce qu'il fallait pour renverser la situation. Dans un geste audacieux et désespéré, Jinwu but le venin de Kasaka qu'il avait conservé dans son inventaire. Cet acte imprudent activa le système d'immunité et de longévité qu'il avait acquis après avoir survécu au double donjon. Son corps se rétablit rapidement, le restaurant à sa pleine force. Renouvelé et déterminé, Jinwu lança une attaque implacable contre Cerbère. Il analysa les mouvements du monstre, cherchant son point faible. Malgré les difficultés, il refusa d'abandonner, se poussant au-delà de ses limites. Après un combat intense et périlleux, Jinwu porta enfin le coup décisif, vainquant Cerbère. La victoire eut un coût élevé, laissant Jinwu complètement épuisé. Cependant, son dur labeur fut récompensé. Son niveau augmenta considérablement, et son corps, brisé et malmené quelques instants plus tôt, se soigna grâce aux points de compétence qu'il avait gagnés. En plus de cette montée en niveau, Jinwu reçut plusieurs objets précieux. Le croc et le collier de Cerbère, qui pouvaient être utilisés comme armes puissantes. Il obtint également la clé pour entrer dans le château du démon, et surtout, la recette de l'élixir de vie. Cependant, les ingrédients nécessaires pour préparer la potion ne pouvaient être trouvés qu'à l'intérieur du château lui-même. Conscient qu'il n'était pas encore assez fort pour affronter les horreurs qui se terraient dans le château du démon, Jinwu décida de reporter sa mission. Avec une détermination ferme, il se promit de revenir plus puissant et de récupérer l'élixir de vie, quel qu'en soit le prix, afin de sauver sa mère. Peu de temps après, Jinwu rend visite à sa mère à l'hôpital. Assis à ses côtés, il étudie attentivement la recette de l'élixir de vie qu'il a obtenue après avoir vaincu Cerbère. La recette nécessite 3 ingrédients rares, tous situés dans le château du roi démon. À un moment donné, Jinwu réalise qu'avec ses capacités actuelles, entrer dans le château serait très dangereux. Déterminé à sauver sa mère, Jinwu décide de devenir plus fort afin de rassembler un jour les ingrédients et de préparer la potion. Le lendemain, Jinwu accepte de rejoindre Jino mais à une condition. Il ne collaborera avec lui que pendant les missions. Jino est surpris par cette demande, soulignant qu'il est impossible d'entrer dans un donjon de niveau C avec seulement 2 personnes, car les règles exigent une équipe d'au moins 8 membres. À la surprise générale, Jinwu propose qu'il recrute temporairement d'autres membres, comme l'équipe de Dongsok l'avait fait auparavant. Bien qu'hésitant au départ en raison des risques, Jino se laisse convaincre lorsque Jinwu affirme que leur réussite dans les missions impressionnera son père et garantira la place de Jino en tant que maître de guilde. Ailleurs, Ein s'entraîne seul dans un stade sportif. Pendant une pause, un recruteur de Yujin Construction l'approche, apparemment intéressé par son recrutement. Pendant ce temps, le père de Jino, Monsieur Yu, PDG de Yujin Construction, explique à Jino le rôle de l'association des chasseurs et comment les chasseurs collectent des ressources précieuses dans les donjons. Monsieur Yu détaille l'influence des 5 guildes principales du pays, la guilde des chasseurs, la guilde du tigre blanc, la guilde Fin, la guilde Fame et la guilde des chevaliers. Il accuse ces guildes de monopoliser les ressources des donjons pour leurs propres intérêts, ignorant les besoins du pays. Au cours de leur conversation, Monsieur Yu exprime sa frustration, déclarant qu'il ne restera pas les bras croisés pendant que ces ressources sont contrôlées par ceux qui ne comptent que sur la force brute. Il estime que Yujin Construction, en tant qu'entreprise dédiée à la croissance du pays, devrait gérer ses ressources de manière responsable. Malgré ses ambitions personnelles, Jino se sent impuissant face aux décisions de son père et accepte à contre-cœur un plan où son frère aîné dirigerait la guilde. Soutenu par des chasseurs de rang S. Le lendemain, Jinwu reprend son entraînement, complétant ses quêtes quotidiennes pour gagner des points de compétence. Après avoir terminé sa quête, il reçoit une boîte de récompenses aléatoires. Espérant obtenir une clé pour déverrouiller un donjon instantané afin de monter en niveau, Jinwu ouvre la boîte avec impatience. À sa déception, elle contient une carte de bingo, un objet apparemment inutile. Frustré, Jinwu réalise qu'il devra attendre de nouvelles opportunités, soit de la part de Jino, soit de l'association des chasseurs, pour entreprendre une nouvelle mission dans un donjon. Plus tard dans la soirée, sur le chemin du retour, Jinwu reçoit un message texte de l'association des chasseurs.
Le message annonce un recrutement pour une mission dans un portail de niveau D. Bien qu'il sache qu'il ne peut pas affronter cette mission seul, Jinwoo décide immédiatement de s'inscrire. Chaque moment compte dans sa mission pour sauver sa mère, et il refuse de laisser passer une opportunité. Dans une autre partie de la ville, Sung, qui avait perdu un bras lors de l'incident du double donjon, reçoit également le même message concernant cette mission urgente. Il avait envisagé de prendre sa retraite, encore hanté par les événements terrifiants de ce jour-là. Cependant, le message ravive son sens du devoir. Reconnaissant d'avoir survécu alors que tant d'autres ne l'ont pas fait, Sung décide de continuer à contribuer en tant que chasseur, estimant qu'il est de sa responsabilité d'honorer ceux qui sont tombés. Ailleurs, Kim reçoit également la notification. Déchiré entre rejoindre la mission et rester avec sa famille, il lutte avec sa décision. Sa femme, encore inquiète après sa dernière mission où de nombreux chasseurs ont péri, le supplie de rester. Mais Kim lui rappelle leurs difficultés financières, en particulier le coût croissant de l'éducation de leurs enfants. Le cœur lourd, Kim choisit d'accepter la mission, espérant assurer l'avenir de sa famille. Pendant ce temps, Yuno, un chasseur de rang S éminent, exprime sa frustration à Choi. Yuno est furieux d'avoir été contraint de participer à une interview télévisée, se sentant utilisé. Choi se défend, expliquant qu'il s'agissait d'un ordre de M. Go, qui estimait que Yuno était la figure parfaite pour représenter la force des chasseurs. Bien que contrarié, Yuno choisit de ne pas prolonger l'argument. Il exige cependant de savoir pourquoi Choi l'a appelé. Choi évoque alors les plans de Yujin Construction pour établir une nouvelle guilde. Yuno, déjà au courant, les rejette comme insignifiants, soulignant que Yujin Construction cible des chasseurs de rang inférieur. De plus en plus impatient, Yuno demande fermement à Choi de révéler son véritable objectif. Ailleurs, Jui est au téléphone avec sa mère, endurant encore une conversation remplie de critiques. Bien qu'elle soit une guérisseuse compétente de rang B, la mère de Jui la dénigre constamment et tente de contrôler sa vie. Frustrée, Jui éclate et lui demande d'arrêter de s'immiscer, déclarant qu'elle prendra désormais ses propres décisions. Peu après, Jui reçoit une invitation à rejoindre la mission dans le portail de niveau D. Déterminée à prouver sa valeur, elle accepte. De retour au bureau de Choi, Ein arrive pour l'informer d'une offre qu'elle a reçue de Yujin Construction. Ils veulent qu'elle dirige leur nouvelle guilde en tant que maître de guilde. Choi suppose qu'Ein a refusé, étant donné qu'elle le rapporte, et se dit soulagé qu'elle reste loyale. Ein, cependant, ne précise pas ses intentions, laissant sa décision ambiguë. Pendant ce temps, Yuno, maintenant dans un bar, réfléchit aux paroles de Choi sur l'île de Jeju. L'île est devenue une zone mortelle envahie par des monstres, fermée par le gouvernement après une expédition ratée il y a 3 ans. La tragédie pèse lourdement sur Choi, qui parle de rassembler des camarades pour enfin conquérir l'île et honorer les sacrifices des chasseurs de rang S qui y ont combattu. Yuno, bien que partagé, ne peut pas rejeter le défi. Le lendemain, Sung, en route vers le lieu de la mission, croisa Jinwoo. Surpris de le voir marcher avec aisance, Sung supposa qu'un guérisseur de haut niveau avait dû l'aider à se rétablir. Heureux de voir un jeune chasseur aussi prometteur, Sung salua chaleureusement Jinwoo. À leur arrivée sur le site désigné, tous deux furent étonnés de trouver d'autres chasseurs ayant participé à l'incident du double donjon, notamment Jui, Kim et Jungo. Cependant, Kim et Jungo, encore hantés par le passé, évitèrent Sung et Jinwoo, préférant partir discrètement plutôt que de parler avec leurs anciens camarades. La tension dans le groupe était palpable, mais Jui tenta d'alléger l'atmosphère en demandant à Jinwoo comment il allait. Elle lui sourit chaleureusement, heureuse de voir qu'il s'était non seulement complètement rétabli, mais qu'il semblait également plus grand et beaucoup plus fort qu'avant. Leur échange fut interrompu par le bruit d'une voiture arrivant. Tous se retournèrent pour voir 3 prisonniers descendre du véhicule sous la supervision de Tessik, un chasseur de rang B. Tessik expliqua que les prisonniers, tous chasseurs de rang C, avaient été envoyés pour aider à la mission en raison d'un manque de chasseurs disponibles. En échange de leur participation, les prisonniers avaient obtenu une réduction de peine, à condition de réussir la mission. Jinwoo, sentant quelque chose d'étrange chez ce trio, avertit discrètement Jui de reconsidérer sa participation. Cependant, Jui insista pour continuer, déterminé à rester à ses côtés. Tessik s'approcha alors du groupe et demanda qui allait servir de capitaine pour la mission. Sung s'avança et demanda la permission à Jinwoo d'assumer ce rôle. Sans hésiter, Jinwoo accepta. S'inclinant profondément, Sung s'excusa auprès de Jinwoo de ne pas avoir réussi à protéger leur équipe lors de l'incident du double donjon, qui avait coûté la vie à tant de personnes. Il remercia Jinwoo d'avoir sauvé 6 de leurs camarades ce jour-là, parlant en leur nom. Les autres chasseurs, n'ayant aucune objection, acceptèrent que Sung dirige la mission. Le groupe entra ensuite dans le donjon, où ils affrontèrent une vague de bêtes magiques. Malgré les défis,
le moral resta élevé. Song, impressionné par la nouvelle force de Jinwoo, le félicita ouvertement. Jui complimenta également les capacités de Jinwoo, bien qu'il minimisât modestement ses exploits. Pendant ce temps, Tae-sik observait silencieusement la performance de Jinwoo, son regard insistant comme s'il cherchait à comprendre quelque chose de plus profond. Après un moment, Tae-sik fit signe au groupe de continuer plus profondément dans la grotte. Au bout de la grotte, ils rencontrèrent 3 chemins divergents. Tae-sik proposa de se diviser en équipes pour couvrir plus de terrain. Song accepta, et les groupes se répartirent. Tae-sik et les prisonniers prirent le chemin le plus à droite, Jinwoo choisit le chemin le plus à gauche, suivant son instinct qui lui disait qu'il menait au boss du donjon. Tandis que Kim et Jung-go optèrent pour le chemin du milieu. Pendant qu'ils avançaient, Kim et Jung-go furent attaqués par des vagues de bêtes magiques mais réussirent à les repousser facilement. Lors d'une pause, Kim réfléchit à sa culpabilité envers Jinwoo pour l'avoir abandonné lors de l'incident du double donjon. Il confia à Jung-go que s'il survivait à cette mission, il s'inclinerait devant Jinwoo pour s'excuser. Bien que Kim ait fui par souci pour sa famille, il se considérait maintenant comme un lâche qui avait laissé un camarade chasseur mourir. À cet instant, Jung-go lui demanda si Jinwoo pourrait un jour leur pardonner, mais Kim avoua qu'il n'en était pas sûr. Malgré tout, il insista sur le fait qu'il devait des excuses à Jinwoo, qu'il les accepte ou non. Dans une autre partie de la grotte, Tae-sik affronta les 3 prisonniers. Il fut révélé qu'il avait accepté un pot de vin d'un homme nommé Lee, dont la fille avait été agressée par les prisonniers. Apparemment, Lee avait offert 3 milliards de wons à Tae-sik pour les tuer, sachant que tout ce qui se passait dans le donjon resterait caché du monde extérieur. Pour cette raison, Tae-sik élimina 2 des prisonniers sans hésitation et s'apprêtait à tuer le dernier lorsque Kim et Jung-go tombèrent accidentellement sur la scène, car leur chemin y menait. Tae-sik, impassible face à leur présence, tua le dernier prisonnier puis se tourna vers Kim et Jung-go, son couteau ensanglanté à la main. Des cris retentirent dans la grotte, alertant Jinwoo et son groupe. Alarmés, Jinwoo et les autres se précipitèrent vers l'origine du bruit, déterminés à comprendre ce qui se passait. À leur arrivée sur les lieux, Jinwoo et les autres furent confrontés à une scène horrifiante. Les 3 prisonniers gisaient brutalement assassinés, leur corps tordu et sans vie. Non loin de là, le corps ensanglanté de Jung-go était étendu au sol, immobile. Jinwoo aperçut alors Kim, à peine en vie, son corps couvert de profondes blessures. Agissant rapidement, il ordonna à Jui de soigner Kim immédiatement. Alors que Jui commençait son travail, Song s'agenouilla pour examiner la scène de plus près. Il réalisa rapidement que ces blessures n'étaient pas dues à une attaque de bête magique. Les blessures étaient précises, infligées par une lame tranchante, et délibérément non mortelles, conçues pour prolonger la souffrance et provoquer une lente hémorragie. Kim, d'une voix faible et rauque, demanda à Jui d'arrêter. Il murmura qu'il sentait que son temps était compté. Jinwoo, refusant d'abandonner, supplia Kim de rester en vie, lui rappelant sa famille qui l'attendait à la maison. Jinwoo, désespéré, avoua qu'il voulait que Kim vive pour pouvoir continuer à le haïr sans culpabilité. Touché par ces mots, Kim s'excusa sincèrement, les larmes aux yeux. Il exprima un profond regret pour avoir abandonné Jinwoo lors de l'incident du double donjon, admettant sa lâcheté et son égoïsme. Avec son dernier souffle, Kim s'éteignit paisiblement, laissant Jinwoo bouleversé et Song et Jui visiblement attristés. Avant qu'il ne puisse digérer cette perte, Tae-sik apparut soudainement, montrant clairement son intention en se précipitant vers Jui avec une attaque mortelle. Heureusement, Jinwoo réagit juste à temps, déviant l'attaque et forçant Tae-sik à reculer momentanément. Tae-sik, impressionné par les réflexes de Jinwoo, esquissa un sourire, mais ne montra aucun remords. Song exigea alors de savoir pourquoi Tae-sik, un représentant de l'association des chasseurs, avait tué Kim et les autres. Tae-sik, cependant, ignora la question et révéla son plan, inventer une histoire pour couvrir ses traces. Au départ, il envisagea de blâmer les bêtes magiques, mais opta finalement pour un mensonge plus élaboré. Il prétendrait que les prisonniers avaient tué les chasseurs pendant la mission avant de se retourner contre lui alors qu'il combattait le boss du donjon. En tant que chasseur de rang B, Tae-sik pouvait facilement se faire passer pour le seul survivant. Comprenant que Tae-sik avait l'intention de les tuer tous pour effacer les preuves, Song s'avança. Il insista pour que Jinwoo reste en arrière, croyant toujours que Jinwoo était aussi faible qu'avant. Song saisit alors l'épée de Kim et demanda à Jui de renforcer sa force physique avec sa magie. Bien que Song soit principalement un mage, il montra une maîtrise impressionnante de l'épée, surprenant même Tae-sik. Tae-sik se moqua néanmoins de Song, le traitant de vieil homme invalide. Malgré les provocations, Song, maintenant soutenu par la magie de Jui, réussit à égaler la vitesse de Tae-sik. Pourtant, Jinwoo pouvait voir que cela ne suffirait pas. Les attaques incessantes de Tae-sik finirent par dominer Song. Bien que Song riposta avec des sorts rapides et des frappes précises,
la supériorité de Tessik en force commença à peser. Finalement, Tessik porta un coup dévastateur, blessant gravement Song. Jui se précipita pour le soigner, mais son énergie était presque épuisée, la laissant visiblement affaiblie. Furieux, Tessik se concentra sur Jui, déterminé à la tuer ensuite. Voyant cela, Song lança une contre-attaque désespérée pour la protéger. Cependant, Tessik anticipa le mouvement et contre-attaqua avec une série de frappes brutales, laissant Song grièvement blessé. Jui tenta de le soigner, mais elle avait complètement épuisé ses pouvoirs. Alors que Tessik s'approchait du Song tombé à terre, prêt à porter le coup fatal, Song rassembla ses dernières forces. Faisant semblant de se reposer sur son épée, il avait délibérément caché ses capacités magiques pour prendre Tessik par surprise. Avec une soudaine explosion d'énergie, Song lança une puissante attaque magique. Tessik, bien que surpris, esquiva facilement l'attaque. Reconnaissant que cette attaque était astucieuse, Tessik montra une brève admiration pour la tactique de Song. Mais sa patience était à bout. D'un regard menaçant, il se prépara à terminer ce qu'il avait commencé, s'approchant de Song avec sa lame prête à frapper. Au moment où la lame de Tessik descendait vers Song, Jinwu intercepta l'attaque juste à temps, sauvant la vie de Song. Tessik s'immobilisa un instant, stupéfait. Un chasseur de niveau 1 ne devrait pas être capable de bloquer son coup, et encore moins à 2 reprises. Des soupçons émergèrent dans les yeux de Tessik, et il commença à assembler les pièces du puzzle. Dans un mélange d'incrédulité et de perspicacité, il déclara que Jinwu avait vécu un second éveil. À ces mots, Song et Jui furent tout aussi choqués. Cela semblait être la seule explication à la nouvelle force et agilité de Jinwu. Ils ne pouvaient ignorer la possibilité que l'épreuve terrifiante du double donjon ait déclenché cette transformation. Tessik, se remémorant le Jinwu faible et insignifiant qu'il avait vu à l'hôpital, était déconcerté. À l'époque, le score d'évaluation de Jinwu n'était que de 10 points. Pourtant, le voilà qui égalait ses attaques avec une aisance déconcertante. Tessik ne comprenait pas comment Jinwu avait non seulement survécu, mais était devenu une force aussi redoutable. Décidant qu'il était inutile de s'attarder sur le passé, Tessik prépara ses 2 couteaux pour une nouvelle attaque. Avant que le combat ne reprenne, Jinwu demanda à Tessik pourquoi il avait tué ces personnes. Tessik répondit qu'il avait simplement aidé la famille d'une victime qui voulait se venger. Après tout, les prisonniers avaient commis des meurtres sans aucun remords, alors il avait décidé d'aider la famille de la victime à obtenir justice. Cependant, Jinwu ne parlait pas des prisonniers, mais de Kim et Jungo, qui ne faisaient que leur travail en tant que chasseurs. De plus, Jinwu comprit que Tessik avait intentionnellement fait souffrir Kim et Jungo jusqu'à leur mort. Car il aurait pu les tuer immédiatement s'il avait simplement voulu les réduire au silence. En entendant cela, Tessik esquissa un sourire rusé, reconnaissant que Jinwu avait découvert la vérité. Un flashback révéla la vérité. Quelque temps auparavant, Lee, le père endeuillé de la victime, avait supplié Tessik de tuer les hommes qui avaient agressé sa fille. Tessik, avec une froide indifférence, avait assuré à Lee que les tuer était facile. Il se vantait d'être un chasseur de rang B recherché par les meilleures guildes, mais avait rejoint l'association des chasseurs pour une raison simple. Il préférait tuer des humains plutôt que des bêtes magiques. Dans le présent, Tessik lança la première attaque, ses couteaux tranchant l'air à une vitesse mortelle. Jinwu l'affronta de front, égalant son rythme dans un affrontement féroce. Chaque coup et parade résonnait dans la caverne, tandis que Song et Jui regardaient avec stupeur. Le Jinwu qu'ils avaient connu autrefois, un chasseur faible et timide de niveau E, n'existait plus. Ce Jinwu combattait avec la vitesse et la précision d'un chasseur de rang B, rivalisant avec Tessik coup pour coup. Cependant, l'expérience jouait en faveur de Tessik. Il commença à exploiter ses connaissances du combat, utilisant des feintes et des manœuvres imprévisibles pour prendre l'avantage. Bien que Jinwu parvint à suivre, l'intention meurtrière de Tessik devint plus marquée, une aura sombre que Jinwu pouvait clairement ressentir. À ce moment, le système notifia à Jinwu que Tessik était une cible qu'il devait tuer. La notification renforça sa détermination. Avec son poignard empoisonné, Jinwu lança une contre-attaque rapide, blessant Tessik. Le poison commença à ralentir Tessik, bien qu'il parvint encore à rester sur ses pieds. Reconnaissant Jinwu comme un adversaire redoutable, Tessik activa sa compétence d'invisibilité, disparaissant dans les airs. Tessik sourit intérieurement. Sa compétence d'invisibilité était son atout, un secret qu'il avait pris soin de garder pour lui. Se déplaçant sans être vu, il lança une série de frappes contre Jinwu. Les attaques touchèrent leur cible, laissant de profondes blessures sur son corps. Certain d'avoir neutralisé son ennemi, Tessik recula pour admirer son travail. Mais, à sa grande surprise, les blessures de Jinwu commencèrent à guérir instantanément.
La confiance de Tae-sik vacilla lorsqu'il réalisa que Jinwoo était un chasseur de type combat avec des pouvoirs de guérison. Il comprit alors que Jinwoo était bien plus dangereux qu'il ne l'avait imaginé. Quelques instants plus tard, Jinwoo dégagea une aura froide et menaçante, révélant qu'il avait déjà pris des vies par le passé. Song, choqué par cela, supposa que Jinwoo avait dû faire face à des choix impossibles, où tuer quelqu'un était la seule façon de survivre. Cependant, Tae-sik ne montra aucune sympathie et utilisa rapidement sa compétence d'invisibilité pour lancer une attaque. Confiant que Jinwoo ne pouvait pas le voir, Tae-sik s'approcha pour le tuer. Ce que Tae-sik ne comprenait pas, c'est que l'intention meurtrière de Jinwoo n'était pas juste un sentiment, c'était une capacité unique qui lui permettait de détecter la présence de son ennemi. Utilisant cette compétence, Jinwoo suivit Tae-sik avec précision et frappa, portant un coup fatal. Alors que Tae-sik agonisait, il demanda faiblement à Jinwoo qui il était vraiment. Tae-sik était perplexe sur la façon dont Jinwoo, un chasseur de type assassin, pouvait utiliser la magie de guérison, un pouvoir habituellement réservé à d'autres types de chasseurs. Jinwoo avoua qu'il ne comprenait pas pleinement ses capacités non plus et qu'il était encore à la recherche de réponses. Avec la défaite de Tae-sik, Jinwoo compléta la mission et reçut une pierre unique en récompense. Il réfléchit à combien il était devenu plus fort, reconnaissant que son pouvoir actuel dépassait de loin celui qu'il avait avant. Cependant, il remarqua également un changement inquiétant. Chaque fois qu'il montait de niveau, une partie de son corps se sentait plus faible, comme si elle s'usait. Jui et Song exprimèrent leur profonde gratitude à Jinwoo pour leur avoir sauvé la vie. Cependant, Jinwoo leur demanda de quitter le donjon tandis qu'il restait pour affronter le boss du donjon et terminer la mission. Bien que Jui et Song veuillent d'abord l'aider, ils reconnurent la force de Jinwoo et décidèrent de suivre ses instructions. Peu de temps après, Jinchol arriva au donjon pour enquêter sur les meurtres commis par Tae-sik. Jinchol avait soupçonné le comportement de Tae-sik depuis un certain temps, mais il n'avait jamais imaginé qu'il était un tueur sans cœur. Lorsqu'il trouva les 3 survivants, il fut surpris de voir Jinwoo parmi eux. Curieux, Jinchol demanda qui avait réussi à tuer Tae-sik. Avant que Jinwoo puisse répondre, Song affirma audacieusement qu'il était celui qui avait défait Tae-sik. Jinchol parut dubitatif, sachant que Song n'était qu'un chasseur de niveau C, mais Song expliqua qu'il avait réussi grâce à l'aide de Jui, qui est une guérisseuse de niveau B. Bien que toujours sceptique, Jinchol ne chercha pas à insister et passa à la finalisation de son rapport. Jinwoo observa cela en silence, conscient que Jinchol, un chasseur de niveau A, pourrait facilement le surclasser s'il découvrait la vérité. Jinwoo se sentit soulagé et reconnaissant envers Song et Jui de protéger son secret. Plus tard, Song dit en privé à Jinwoo qu'il devait avoir une bonne raison de cacher son véritable pouvoir. Song décida de garder le secret de Jinwoo, se sentant redevable envers lui pour lui avoir sauvé la vie et voulant lui rendre l'appareil. Plus tard, Lee avoua avoir engagé Tae-sik pour tuer 3 prisonniers, fermant ainsi l'affaire. Avec cette confession, les survivants furent blanchis de toute accusation, ayant agi en légitime défense face aux attaques de Tae-sik. Ce soir-là, Jui confia à Jinwoo. Elle admit avoir remarqué à quel point Jinwoo avait changé depuis l'incident du double donjon. Il était devenu plus fort, tandis qu'elle se sentait bloquée, incapable de progresser. Jinwoo la rassura en disant que le parcours de chacun était différent et qu'il n'avait grandi en force que grâce à tout ce qu'il avait enduré. Jui révéla alors que, malgré son statut de guérisseuse de niveau B, sa peur l'avait retenue. Elle avait toujours pris des missions faciles, comme celle de niveau D ou E, jusqu'au jour où elle rencontra Jinwoo, qui était alors un chasseur de niveau E. Lors de leur première rencontre, Jui pensait que Jinwoo était un fardeau. Il semblait toujours se blesser pendant les missions, ce qui compliquait les choses pour elle. Mais avec le temps, elle remarqua quelque chose de remarquable chez lui, sa détermination inébranlable à survivre. Cette qualité l'impressionna profondément. Un jour, Jui proposa qu'ils dînent ensemble, mais avant que Jinwoo ne puisse répondre, elle lui tendit un cristal de mana. Elle expliqua qu'elle avait décidé de se retirer de la chasse et de retourner dans sa ville natale. Souriante, elle demanda à Jinwoo de la visiter s'il en avait l'occasion. Jinwoo lui sourit en retour, promettant de venir un jour, et accepta le cristal de mana. Plus tard, Jinwoo rencontra Jinchol, qui restait sceptique quant à la déclaration de Song sur le fait qu'il ait tué Tae-sik. Jinchol soupçonnait que Jinwoo était celui qui avait défait Tae-sik, bien que cela semblait impossible pour un chasseur de niveau E de battre un chasseur de niveau B. Jinchol émit l'hypothèse que Jinwoo pourrait avoir subi un second éveil, ce qui expliquerait sa force soudaine. Au lieu de poursuivre cette réflexion, Jinchol orienta la conversation vers un incident précédent, l'attaque du donjon qui avait conduit à la mort de Dong-sok et de son équipe. Jinwoo et Jino étaient les seuls survivants de cette mission. À ce moment-là, Jinchol révéla que le frère aîné de Dong-sok, Dong-su, était un chasseur de rang S qui travaillait souvent à l'étranger.
Dongsu avait probablement appris la mort de son frère et pourrait maintenant viser Jinwoo et Jino. Puisque Dongsu savait seulement que son frère était mort et que Jinwoo avait survécu, il allait naturellement suspecter que Jinwoo était impliqué. Jin Chol avertit Jinwoo que Dongsu, étant un chasseur de rang S, était presque intouchable. Les chasseurs de rang S étaient si rares qu'ils étaient considérés à la fois comme des bénédictions et des menaces, ce qui les exemptait de la plupart des lois. Jin Chol pensait que ce n'était qu'une question de temps avant que Dongsu ne vienne chercher la vengeance de son frère. Il conseilla à Jinwoo de quitter le pays avec sa famille pour rester en sécurité, car vaincre quelqu'un du niveau de Dongsu était presque impossible. En entendant cela, Jinwoo se sentit encore plus déterminé à devenir plus fort. Il avait maintenant une autre raison de repousser ses limites et de monter en niveau. Les jours suivants, Jinwoo commença à se préparer pour une mission de niveau C avec Jino. Jino avait réuni une équipe de chasseurs pour les aider, bien que la sélection fût peu conventionnelle. Jinwoo avait demandé des chasseurs qui possédaient encore des licences mais qui ne pouvaient pas prendre de mission en raison de problèmes personnels. De manière inattendue, Jino recruta un mélange de chasseurs blessés, d'alcooliques et même de chasseurs mineurs. Il expliqua que tant qu'ils étaient des éveillés licenciés, il était légal de les inclure dans l'équipe. Parmi les recrues se trouvait une lycéenne nommée Song-yi. Elle avait une licence de chasseur de niveau E mais n'avait jamais participé à une mission auparavant. À ce moment-là, Jinwoo expliqua à Song-yi et aux autres que leur rôle était simple, ils devaient juste rester à l'extérieur de la porte pendant que lui et Jino s'occupaient du donjon. En entendant cela, un des chasseurs demanda s'ils allaient vraiment gagner 3 millions de won simplement pour attendre dehors. Jino confirma cela, mais les avertit de garder cela secret. Si quelqu'un fuyait l'arrangement, il exigerait 10 fois la somme indiquée dans le contrat qu'ils avaient signé. Pendant que Jino expliquait les règles de la mission aux autres chasseurs, Jinwoo sortit silencieusement la pierre runique qu'il avait obtenue après avoir défait Tessik. La pierre lui accordait la même capacité que Tessik, disparaître et se déplacer sans être vu. Peu de temps après, Jino s'avança, prêt pour la mission, portant une armure dernier cri. Jinwoo lui ordonna immédiatement de l'enlever, l'avertissant que l'armure lourde ne ferait que le ralentir. Luttant pour se déplacer sous le poids de l'armure, Jino supplia Jinwoo de l'aider à se tenir debout. Bien que Jinwoo insista pour qu'il enlève tout l'équipement, Jino garda obstinément son casque, et Jinwoo le laissa à contre-cœur le porter. Alors que Jinwoo et Jino entraient dans le donjon, certains des chasseurs à l'extérieur se moquaient de leurs efforts. Ils doutaient que les deux puissent survivre, encore moins réussir, car Jinwoo n'était qu'un chasseur de niveau E et Jino un chasseur de niveau D, tandis que le donjon était classé niveau C. Pendant ce temps, dans une salle de classe éloignée du donjon, la sœur cadette de Jinwoo, Jina, s'inquiétait pour l'une de ses camarades de classe qui ne s'était pas présentée ce jour-là. Cette camarade s'avéra être Song-yi, qui avait rejoint l'équipe de Jino au lieu d'aller en cours. Une heure plus tard, Jino sortit soudainement en courant du donjon. Les autres chasseurs supposèrent qu'il fuyait un danger. À leur grande surprise, Jinwoo le suivit peu après, et lorsqu'il sortit, la porte du donjon commença à se dissiper, signalant que le boss avait été vaincu. Tout le monde resta stupéfait, car Jinwoo et Jino avaient réussi à nettoyer un donjon de niveau C en seulement une heure, un exploit impressionnant. Sachant que la plupart des équipes de niveau C prenaient généralement plus de 2 heures pour finir. Les chasseurs furent encore plus impressionnés lorsqu'ils apprirent que Jinwoo et Jino prévoyaient de conquérir 3 donjons de niveau C en une seule journée. Cela signifiait que les chasseurs attendant dehors pouvaient gagner 9 millions de wons en une journée simplement en restant en garde. Au cours des jours suivants, Jinwoo et Jino continuèrent à relever des missions de donjon. Le rôle de Jino était de récolter des cristaux de mana et des pierres magiques, tandis que Jinwoo affrontait les ennemis et éliminait les boss. À chaque mission, Jino accumulait un trésor d'objets précieux, et Jinwoo devenait de plus en plus fort, acquérant de nouvelles compétences qui le rendaient encore plus redoutable. Les progrès rapides enthousiasmaient Jinwoo, alimentant son désir de devenir encore plus puissant. Pendant une courte pause, Jinwoo commença à se demander s'il était maintenant assez fort pour défier le château démoniaque. Il devina que sa force avait surpassé celle d'un chasseur de niveau B mais n'avait pas encore atteint le niveau A. Décidant que ce n'était pas encore le moment, il choisit de repousser le château démoniaque pour l'instant. Ses réflexions furent interrompues par une notification du système concernant une quête de changement de travail, ce qui attira immédiatement sa curiosité. Quelques jours plus tard, au département de gestion de la 2e division de la guilde White Tiger, Sang-min, le chef du département, fut stupéfait d'apprendre qu'il y avait eu une guerre d'enchères récente sur une porte de niveau C. Le prix avait grimpé en flèche jusqu'à 150 millions de wons, bien au-dessus du tarif habituel du marché. Kishol, l'un de ses subordonnés, expliqua que l'enchère avait été faite par l'équipe de Jino, qui conquérait récemment plusieurs portes de niveau C. Kishol révéla également que Jino était le 2e fils du président de Yujin Construction, ce qui suggérait qu'il avait les ressources nécessaires pour payer le double du prix habituel.
Au début, Sang-min balaya Jino d'un revers de main, le considérant comme un enfant gâté de riche gaspillant la fortune de son père pour le plaisir. Mais lorsqu'il consulta la liste des membres de l'équipe de Jino, il trouva un nom familier, Jinwoo. Sang-min reconnut immédiatement Jinwoo comme étant le chasseur de niveau qui avait survécu à 3 incidents majeurs. La catastrophe du double donjon, l'anéantissement de l'équipe de Dong-sok et les morts causés par Tae-sik. Sang-min commença à suspecter que Jinwoo avait subi un second éveil, ce qui expliquerait ses capacités impressionnantes. Cette pensée le conduisit à prendre une décision audacieuse. Il voulait recruter Jinwoo pour la White Tiger Association. Pour ce faire, Sang-min et Kishol se rendirent à une porte de niveau C où l'équipe de Jino était stationnée. À leur arrivée, ils trouvèrent les membres de l'équipe de Jino se détendre tranquillement à l'extérieur de la porte. Lorsqu'ils s'approchèrent, Song-yi s'avança rapidement et leur demanda de rester à l'écart. Sang-min fut surpris d'apprendre que Jino et Jinwoo affrontaient seuls le donjon, laissant leur équipe attendre dehors. Cela constituait une violation claire des règles standards. Cependant, au lieu d'escalader la situation, Sang-min décida de l'ignorer et partit silencieusement. Peu de temps après, Jino et Jinwoo sortirent de la porte, ayant réussi à accomplir la mission. Jinwoo informa Jino qu'il avait des affaires urgentes à régler le lendemain et suggéra de prendre une journée de congé. Heureusement, la porte de niveau C qu'ils avaient déjà réservée pouvait être conservée pendant 2 jours, alors Jinwoo décida de prendre cette pause. Pendant ce temps, la scène se déplaça vers Choi, qui était hanté par un cauchemar. Dans son rêve, il revivait les événements horrifiants qui s'étaient produits sur l'île de Jeju il y a 3 ans. La terreur le laissa bouleversé, même après son réveil. Plus tard dans la soirée, Sang-min chercha délibérément à rencontrer Jinwoo et se présenta. Les deux allèrent dans un café à proximité, où Sang-min partagea ouvertement ses intentions. Il voulait que Jinwoo rejoigne la White Tiger Association, promettant de lui payer le double de ce que Yujin Construction offrait. Sang-min assura à Jinwoo que toutes les conditions spécifiques qu'il avait pouvaient être négociées et satisfaites. Jinwoo, peu impressionné, demanda si Sang-min allait lui remettre le bâtiment de la White Tiger Association, qui valait 50 milliards de wons, dans le cadre de l'accord. Choqué, Sang-min apprit que Yujin Construction avait offert à Jinwoo un bâtiment d'une valeur de 30 milliards de wons. Gêné, Sang-min admetta qu'il avait sous-estimé la générosité de Yujin Construction. Il promit de discuter de cette affaire avec ses supérieurs, mais Jinwoo le coupa froidement. Il fit clairement savoir qu'il n'était pas intéressé et accusa Sang-min de l'avoir secrètement enquêté. À la surprise de Sang-min, Jinwoo utilisa sa compétence d'invisibilité, disparaissant devant ses yeux, et exigea une explication. Sang-min, imperturbable face à la révélation du second éveil et des nouvelles capacités de Jinwoo, expliqua calmement ses actions. Il admit qu'il avait appris l'existence de Jinwoo et de son équipe parce qu'il monopolisait les portes de niveau C depuis un certain temps. Cela rendait difficile pour la White Tiger Association de réserver des portes pour entraîner ses nouveaux recrues. Jinwoo réapparut, sans montrer de signe de culpabilité. Il dit à Sang-min que la situation continuerait encore un moment, car il avait des objectifs de mission spécifiques à accomplir. Cependant, Jinwoo fit une offre inattendue. Il vendrait 3 de leurs portes de niveau C réservées à la White Tiger Association pour 300 millions de wons. Sang-min, voyant une opportunité, tenta de négocier le prix à 200 millions de wons. Arguant que les cristaux de mana et les gemmes magiques à l'intérieur des portes valaient au moins cette somme. À sa grande surprise, Jinwoo accepta l'offre sans hésitation et lui demanda de transférer le paiement sur le compte bancaire de Jino. Après avoir finalisé l'accord avec Sang-min, Jinwoo lui remit une potion de guérison pour traiter les blessures sur son visage. Surpris par ce geste, Sang-min commenta que Jinwoo devait lui faire confiance. Cependant, Jinwoo répondit froidement, avertissant Sang-min de garder tout ce qui le concernait, ses capacités et ses secrets, confidentiels. En partant, Jinwoo se tourna vers Kishol, admettant que Jinwoo était bien plus fort qu'il ne l'avait initialement pensé. Le lendemain matin, Jinwoo reçut un appel de Jino. Tout excité, Jino l'informa que 600 millions de wons avaient été transférés sur son compte bancaire pendant la nuit par Sang-min. Curieux de connaître la provenance de l'argent, Jino demanda à Jinwoo, mais Jinwoo écartait la question en disant qu'il s'agissait d'un secret commercial. Pendant ce temps, Sang-min fut stupéfait lorsque Kishol lui rapporta une chute soudaine du prix du marché pour les portes de niveau C. Cela était directement dû à la vente par Jinwoo de 3 de leurs portes réservées. Sang-min reçut ensuite un message texte de Jinwoo, lui demandant d'arrêter de l'enquêter. Bien qu'irrité par son échec à recruter Jinwoo et par le sentiment d'avoir été dupé, Sang-min trouva un peu de réconfort dans le fait qu'il possédait désormais le numéro de téléphone de Jinwoo. De son côté, Jinwoo se préparait pour sa quête de changement de travail dans une zone isolée. En acceptant la mission, une porte mystérieuse apparut devant lui. Sans hésiter, Jinwoo entra dans la porte et se retrouva dans un donjon ressemblant à un grand château.
En même temps, une notification du système l'informa qu'il ne pourrait pas utiliser de potion ou récupérer son état, et qu'il ne pourrait quitter le donjon qu'après avoir accompli la quête. Peu après, Jinwu rencontra un chevalier en armure dont la force égalait la sienne. Les défenses du chevalier étaient presque impénétrables, et Jinwu eut d'abord du mal à prendre l'avantage. Se rappelant son combat précédent avec Kasaka, Jinwu analysa les mouvements du chevalier, découvrit une faiblesse et réussit à le vaincre. Cependant, le combat était loin d'être terminé, plusieurs autres chevaliers en armure apparurent, prêts à attaquer. Pendant ce temps, Jino dînait avec Monsieur Yu et son frère aîné, Jinsung. Pendant le repas, Monsieur Yu demanda à Jinsung des nouvelles de la progression de sa guilde de chasseurs. Jinsung admit qu'il avait échoué à recruter 2 chasseurs de rang S de Corée du Sud. Cependant, il négociait avec des chasseurs de rang S venant d'Europe et du Moyen-Orient et était confiant qu'il rejoindrait sa guilde en raison des salaires élevés qu'il leur avait offerts. Se tournant vers Jino, Jinsung précisa qu'il se moquait de ce que Jino faisait actuellement et lui demanda de ne pas interférer dans ses projets. En entendant cela, Jino baissa la tête en silence, mais il était déterminé à atteindre ses propres objectifs, confiant en la force extraordinaire de Jinwu. De retour dans le donjon, Jinwu réussit à vaincre les chevaliers en armure mais fut rapidement confronté à de nouveaux ennemis, un assassin furtif possédant des compétences d'invisibilité et un mage lançant des attaques magiques éblouissantes. Le combat rappela à Jinwu ses précédents affrontements, la coquille impénétrable de Kasaka, l'invisibilité de Tessik, et la magie de lumière utilisée par l'un des membres de l'équipe de Dongsok. Réalisa la difficulté de la mission, Jinwu comprit que celle-ci était bien plus difficile qu'il ne l'avait prévu. À mesure que de nouveaux ennemis apparaissaient, Jinwu devait compter sur toutes ses compétences. Sa force brute pour vaincre les chevaliers, sa perception accrue pour détecter les assassins invisibles, et son agilité sans égale pour contrer les archers. Cependant, les magiciens représentaient la plus grande menace. Leur sort exigeait une stratégie et une intelligence minutieuse pour être vaincus, mais Jinwu n'avait pas concentré ses efforts sur l'amélioration de sa statistique d'intelligence. Ce qui laissait ses réserves de mana faibles. Sentant son énergie s'épuiser et la fatigue s'installer, Jinwu résolut de mettre fin au combat rapidement. Puisant dans chaque parcelle de sa force, il se prépara à affronter l'assaut, déterminé à terminer la mission avant d'être complètement épuisé. Peu de temps après, Jinwu réussit à vaincre ses ennemis et obtint un équipement de protection invisible qui ne modifiait pas son apparence ni ne limitait ses mouvements. Avec l'équipement, il collecta également plusieurs objets précieux et un tas de pièces d'or. À sa grande satisfaction, le combat avait restauré son énergie, le laissant complètement rétabli. Sans hésiter, Jinwu avança vers la grande salle, où un nouveau défi l'attendait, le commandant des chevaliers, Igri le Sanglant, un ennemi puissant dont la force surpassait de loin la sienne. Au moment où Jinwu aperçut Igri, il sentit un immense danger. Une aura intense et glaciale entourait le commandant des chevaliers, faisant à Jinwu ressentir la même pression écrasante qu'il avait éprouvée lors du double dungeon mortel. Le combat commença avec Igri lançant une attaque féroce, brandissant son épée avec une précision terrifiante. D'un seul coup, Igri brisa facilement des piliers en béton. Ses coups étaient si puissants que les murs et le sol de la salle se fissuraient et s'effondraient sous ses frappes. Jinwu eut du mal à suivre, bien que sa vitesse soit égale à celle d'Igri, percer l'armure du commandant semblait presque impossible. Chaque contre-attaque était suivie d'une réplique rapide et brutale. Réalisant que son poignard était inutile, Jinwu le rangea audacieusement et se prépara à se battre à main nue. À sa grande surprise, Igri reconnut ce geste, jeta son épée et s'avança pour engager un combat à main nue. Pendant ce temps, Monsieur Go reçut un appel de Choi, qui l'informa de leur mission à venir sur l'île de Jeju. Choi exprima sa gratitude pour l'approbation de Monsieur Go, mais ce dernier le mit en garde, lui rappelant que l'île de Jeju était toujours une zone non conquise et extrêmement dangereuse. De retour dans le donjon, le combat de Jinwu contre Igri s'intensifia. Igri surpassa rapidement Jinwu, le frappant au sol d'un seul coup. Avant que Jinwu puisse se relever, Igri le lança contre un mur et le frappa sans relâche, réduisant le mur en décombres. Jinwu survécut de justesse, grâce à l'équipement de protection qu'il avait acquis plus tôt. Réalisant qu'il ne pouvait pas rivaliser avec la force brute d'Igri, Jinwu tenta de compter sur sa vitesse. Mais même cette stratégie sembla inefficace, peu importe à quelle vitesse il se déplaçait, Igri le rattrapait facilement, lui assénant des coups brutaux et le projetant à travers la salle. Le corps de Jinwu atterrit près du trône du roi, meurtri et épuisé. Alors qu'Igri s'approchait, prêt à porter le coup fatal, Jinwu refusa d'abandonner. Sa détermination à protéger les personnes qu'il chérissait alimenta sa volonté. D'un sursaut de force et d'une détermination sans faille, Jinwu se leva du trône et riposta, finissant par vaincre le redoutable Igri le Sanglant. La victoire apporta d'énormes récompenses. Le niveau de Jinwu augmenta considérablement,
et il reçut 1,5 million de pièces d'or. De plus, il obtint un équipement de protection de niveau S et une pierre rune spéciale appelée la main du régleur. Il acquit également une pierre de foyer, un objet qui pouvait le transporter instantanément hors du donjon. Cependant, la mission n'était pas encore terminée. Alors que Jinwu reprenait son souffle, de nouveaux ennemis commencèrent à affluer dans la salle par des portes mystérieuses, d'autres chevaliers, prêts à attaquer. Une notification informa Jinwu que plus il résisterait à leurs attaques, plus il gagnerait de points. S'adaptant à la situation, Jinwu activa sa compétence d'invisibilité pour se dissimuler. Mais les magiciens parmi les chevaliers détectèrent sa présence et brisèrent la barrière de protection qu'il avait créée. N'ayant plus d'autre choix, Jinwu se prépara à affronter ses assaillants de front. Bien que Jinwu possède encore de puissantes capacités, les attaques incessantes des chevaliers commençaient à le submerger. Certains réussirent à passer ses défenses, l'infligeant des blessures et lui faisant tomber la pierre de foyer de ses mains. Avec des ennemis apparaissant constamment et l'entourant, Jinwu n'eut d'autre choix que de les combattre au corps à corps. Malgré les circonstances, Jinwu refusa d'abandonner. Cependant, la bataille était plus qu'un simple test de sa force, elle mettait à l'épreuve sa résilience mentale. À mesure que le combat continuait, des voix ententes commencèrent à résonner dans son esprit. Il entendait les paroles moqueuses de ceux qui l'avaient méprisé quand il n'était qu'un chasseur de niveau faible. Les voix de Kim et Jui semblaient l'inciter à arrêter de se battre, le suppliant d'abandonner. Même son ancien lui-même apparut, lui rappelant les risques qu'il prenait toujours malgré ses faiblesses. Cette version de lui-même lui dit d'arrêter de trop pousser, insistant sur le fait qu'il avait déjà prouvé sa valeur à ceux qui doutaient de lui. Bien que Jinwu soit devenu physiquement plus fort et qu'il possède des capacités extraordinaires, ses doutes intérieurs demeuraient. Son âme était encore fragile, ce qui le rendait vulnérable. À mesure que les voix se faisaient plus fortes, les chevaliers intensifièrent leur attaque, le mettant finalement à genoux. Juste au moment où les chevaliers s'apprêtaient à porter le coup final, Jinwu reçut une notification inattendue. C'était un rappel qu'il n'avait pas complété sa quête quotidienne. En un instant, il fut transporté dans la zone de pénalité en guise de punition. Pour Jinwu, cette punition sembla être une bénédiction. Elle lui offrait une chance de sortir temporairement du donjon et de récupérer. Bien que sa fatigue disparût rapidement, ses blessures graves ne pouvaient pas être guéries avec des potions pour l'instant. Il devait soit attendre que son corps guérisse naturellement, soit monter en niveau pour se restaurer instantanément. Jinwu ne perdit pas de temps dans la zone de pénalité. Il compléta rapidement sa quête quotidienne et utilisa le temps restant pour se préparer à son retour dans le donjon. Après avoir rassemblé ses forces, il choisit le poignard tueur de chevalier pour affronter les chevaliers et décida d'utiliser la pierre rune, main du régleur, bien qu'il ne soit pas certain de ses pouvoirs. Lorsque Jinwu entra de nouveau dans le donjon, il remarqua que le nombre d'ennemis avait considérablement augmenté. Pourtant, sa détermination à se battre restait inébranlable. Avec le tueur de chevalier en main, ses attaques devinrent plus rapides et plus précises, abattant les chevaliers avec une efficacité mortelle. Cependant, à son grand mécontentement, aucune notification n'apparut concernant des points gagnés ou un niveau gagné. C'était comme si ses efforts étaient vains. Puis, Jinwu réalisa la vérité, les chevaliers étaient invoqués par des mages cachés parmi eux. Déterminé à mettre fin à l'invocation, Jinwu changea son objectif et se concentra sur les mages. Avec une précision calculée, il élimina plusieurs mages, faisant disparaître la plupart des chevaliers. Cependant, 3 mages restants invoquèrent un golem massif pour le contrer. Le golem était un adversaire redoutable, mais la puissance immense de Jinwu s'avéra trop pour lui. Après un combat acharné, il détruisit le golem et vainquit les mages restants. La mission accomplie, une notification apparut du système. Elle annonçait que le système analysait le comportement de Jinwu pendant la quête de changement de travail pour déterminer une profession qui correspondrait à ses capacités et à ses préférences. Le système nota que le chemin de Jinwu était toujours marqué par la mort, avec le faucheur suivant chacun de ses pas. Il observa sa soif de pouvoir et son esprit indépendant, traçant un chemin de destruction sans compter sur les autres. En raison de cela, le système déclara que la nouvelle profession de Jinwu serait nécromancien. Ce rôle lui permettrait d'invoquer des fantômes du vallon de la mort et de commander une armée d'ombre qui obéirait uniquement à lui. Jinwu était stupéfait, car il n'avait jamais concentré ses efforts sur l'augmentation de son intelligence, ce qui était essentiel pour une profession de type magique. De plus, les nécromanciens étaient connus pour invoquer des bêtes magiques éternelles et se battre à distance. Ce qui contrastait fortement avec le style de combat rapproché de Jinwu en tant que chasseur de type tueur. Il ne pouvait s'empêcher de se demander si toutes ses capacités physiques durement acquises seraient gâchées s'il acceptait la décision du système. Jinwu rejeta immédiatement l'idée de devenir un nécromancien, mais le système l'encouragea à reconsidérer sa décision. Il expliqua que le nécromancien était une classe cachée,
offrant des capacités uniques. En y réfléchissant à nouveau, Jinwu se souvint de la magie d'invocation utilisée par les mages qu'il avait affrontés plus tôt. Il réalisa que les nécromanciens possédaient probablement des pouvoirs similaires, capables de contrôler des objets ou des entités pour attaquer les ennemis. Cependant, contrairement aux mages, Jinwu avait de solides compétences en combat pour le soutenir. Après mûre réflexion, Jinwu décida d'accepter le poste de nécromancien. Il se dit qu'il n'y avait aucune règle interdisant à un nécromancien de se battre en première ligne. De plus, les capacités de nécromancien pouvaient servir de soutien dans les situations où il ne pourrait pas se battre directement. Il imagina aussi comment les pouvoirs du nécromancien pourraient améliorer son armée d'ombre, permettant non seulement à sa propre force, mais aussi à celle de ses soldats et chevaliers. En acceptant le poste, Jinwu fut accablé par les récompenses et les réalisations qui lui furent accordées. Il sentit sa puissance augmenter de manière significative. Mais à sa grande surprise, le système l'informa qu'il était également qualifié pour passer à une profession encore plus puissante, le monarque des ombres. Cela lui donna la capacité appelée extraction d'ombre, qui lui permettait de créer des soldats d'ombre en extrayant le mana des ennemis tombés. Mieux encore, Jinwu pouvait invoquer ces soldats d'ombre chaque fois qu'il en avait besoin et les stocker pour une utilisation future si leur aide n'était pas immédiatement requise. Excité par le potentiel immense de ces nouvelles capacités, Jinwu décida de les tester. Il chercha à extraire le mana d'Igri, le commandant des chevaliers d'une force de niveau S. Cependant, en raison de la limite de stockage des soldats d'ombre, Jinwu dut libérer 11 de ces soldats d'ombre existants pour faire de la place pour Igri. Jinwu tenta de réveiller Igri. La première tentative échoua, et il ne lui restait plus que 2 chances. Déterminé, il essaya à nouveau, mais la deuxième tentative échoua également. Frustré mais déterminé à ne pas abandonner, Jinwu commença à parler à Igri. Il mentionna le trône vacant qu'Igri avait gardé si longtemps, attendant sans fin un roi qui ne reviendrait jamais. Finalement, Jinwu fit appel à l'esprit de guerrier d'Igri, lui disant que son plus grand désir était de brandir son épée et de trancher ses ennemis. Jinwu lui promit de lui permettre de réaliser ce désir en combattant à ses côtés. Lors de la 3e et dernière tentative, Igri se réveilla. Le commandant des chevaliers s'agenouilla devant Jinwu, sa puissance surpassant celle de tous les autres soldats d'ombre que Jinwu avait invoqués. Cela marqua un tournant majeur dans le parcours de Jinwu, car la force d'Igri solidifiait la puissance croissante de Jinwu en tant que monarque des ombres. Pendant ce temps, Monsieur Go parla à Jinchol, exprimant son espoir qu'un jour, quelqu'un avec une force inimaginable et un potentiel sans limite se lèverait. Il fut révélé que cette personne n'était autre que Jinwu. Cela devint encore plus évident lorsqu'Igri et les autres chevaliers d'ombre s'agenouillèrent devant Jinwu comme s'ils le reconnaissaient comme leur souverain, consolidant ainsi sa place en tant que leader de l'armée des ombres. Leçon morale de l'histoire. Parfois, le succès repose sur le travail d'équipe, même si votre équipe est composée d'un adolescent, d'un alcoolique et de quelqu'un en armure brillante. Alors, souvenez-vous toujours de ne jamais sous-estimer les combos bizarres, ils pourraient bien sauver la situation.